Doriac, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, tu es docteur en arts plastiques, en sciences de l'art, maître de conférences et commissaire de la nouvelle exposition visible à la Fondation Clément, celle dédiée à ton ami Serge Goudin-Thébia, une exposition intitulée « À l'affût du monde ». Avant de découvrir quelques-unes de la centaine d'œuvres exposées à la Fondation jusqu'au 2 novembre prochain, tu partages avec nous ta pensée favorite, à savoir « Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel ». Pourquoi celle-ci en particulier ? Alors, celle-ci en particulier parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez positif, c'est-à-dire même lorsque je suis au fond de l'ornière, je pense qu'il y aura toujours une sortie. Et Serge on était d'accord sur ce genre de choses. Il y a toujours eu une sortie possible et ça s'est vu tout au long de sa carrière. Là où il pensait justement que c'était fini, qu'il n'avait plus rien à dire, plus rien à faire, là il rebondissait, il y avait toujours autre chose. Donc c'est pour ça que cette phrase m'est venue plus naturellement. Fait résonance. Oui. Donc À l'affût du monde est une exposition hommage donc au travail, à l'œuvre entière de Serge Goudin-Thébia. Les visiteurs peuvent y découvrir des objets, des sculptures, des gravures, des dessins, des poèmes. Une rétrospective du travail de l'artiste bâtie selon 3 fils conducteurs, le temps, la recherche de l'insaisissable et la mort. C'est ainsi que j'ai résumé ce que tu m'as expliqué, mais peux-tu nous en dire plus ? Oui, alors plus exactement le temps, c'est-à-dire que j'ai bâti sur 3 thématiques, parce que c'est vrai que le travail de Serge, il est polymorphe. Donc on peut le prendre de différents angles, mais à partir de trois thématiques qui me semblaient évidentes, puisque je n'ai fait que reprendre des termes qu'il avait, des titres d'exposition qu'il avait pris, donc je n'ai rien inventé. J'ai repris par exemple l'or du temps. Chez lui, il a toujours recherché l'or du temps, c'est-à-dire quelque chose d'insaisissable. Au même titre que André Breton, sur sa tombe, c'est écrit « Je cherche l'or du temps », donc il ne l'a jamais trouvé. Et donc Serge, c'était un peu ça, c'est-à-dire il était toujours à la recherche de quelque chose sur l'absolu, sur l'insaisissable, sur pourquoi le mètre fait 100 cm, etc. Et pourquoi il ne ferait pas 101 cm, par exemple. Donc c'est toujours des choses impossibles, insaisissables à voir. Comment ces quêtes, justement, se concrétisent dans son art ? Alors, se concrétise dans son art, ça s'est fait au long de sa vie. Hein. Donc les œuvres qu'on voit aujourd'hui, je dois préciser que c'est la première fois qu'on a des œuvres où il y a une conjonction avec le fonds Fondation Clément. Le fonds Serge Goudin-Thébia, c'est la première fois qu'on peut prendre des œuvres, soit poétiques, soit des adages, des choses comme ça qu'il avait, et qu'on peut mêler à cette exposition. Donc ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est qu'il était avant tout poète. C'était un ami d'Aimé Césaire, etc. C'était pas qu'un plasticien. Et c'est ce qui lui donnait une dimension très importante. C'est pour ça qu'il a été beaucoup apprécié en Martinique, parce qu'il avait une dimension théorique qui était aussi très forte. Certaines de ces œuvres, d'ailleurs, aujourd'hui, sont à découvrir uniquement à travers des photos et des vidéos, car beaucoup d'entre elles ont disparu, puisque celui qui était appelé Thébia créait beaucoup dans l'instant du lieu et avec des matériaux éphémères. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est la période, on pourrait dire, martiniquaise, là où il s'est révélé. Mais il y a eu toute la période avant qu'il n'arrive en Martinique ou en Guyane, où il était dans la progression poétique, disons. Il écrivait beaucoup, et ça a surgi lorsqu'il a retrouvé ses racines guyanaises et caribéennes. Et là, ça a explosé. Et lorsqu'il est arrivé en Martinique, le bleu s'est invité, il y a eu la période bleue à partir de la Martinique, et ensuite la période des feuilles mortes, du cocoloba pubescent. Est-ce qu'on peut qualifier cette exposition d'inédite? Est-ce que justement c'est la première fois qu'il y a autant de ces œuvres qui sont réunies au même endroit? C'est le cas. Elle est inédite parce qu'il y a eu une exposition en 2011 à la Villa Chantecler, mais ça ne représentait que les œuvres qui étaient en Martinique. Là, j'ai dû faire venir des œuvres du Lot-et-Garonne, vers Perpignan, de la Ciotat, des Cévennes, des choses comme ça. Il a fallu rassembler. Donc là, il n'y en a que 100, 110, mais il y en a beaucoup plus dans la réalité. Et il y a même beaucoup de gens qui ne m'ont pas signalé qu'ils avaient des œuvres.
Alors la difficulté aussi, c'est que ces œuvres sont très fragiles. Donc certains, au dernier moment, m'avaient promis de les amener. Puis au dernier moment, m'ont dit non, c'est trop abîmé. Par crainte voilà, aussi. Oui. Donc tu l'as dit, hein, Tébia était d'origine guyanaise. D'ailleurs, on a parfois qualifié sa pratique artistique de magma amazonien. Oui. Et pourtant, c'est en Martinique qu'il a effectivement trouvé son apogée artistique. Comment tu l'expliques ? Alors moi, je pense qu'il a une phrase qui dit « ce qui est vrai à l'intérieur ressurgit ou germe à l'extérieur ». Je ne sais plus exactement la tournure. Et c'est quelque chose qu'il a emmagasiné depuis la Guyane. Et c'est par le bleu de la Martinique, le bleu de la mer, le bleu du ciel. Tout ça, comme il dit, ça m'est arrivé jusqu'au bout des ongles. Et c'est ça qu'il a ressenti, l'île, comme étant sa demeure. D'ailleurs, ça l'a été, hein, puisqu'il est décédé ici. Et il a un texte, un très beau texte, qu'il avait publié en 1994, qui s'appelle « L'île, ma demeure ». Alors, vous étiez tous les deux enseignants en arts plastiques et c'est d'ailleurs grâce à l'éducation nationale que vous êtes connus au début des années 80 à Cayenne, d'ailleurs. Tu m'as dit que vous étiez des compagnons d'art. Toi qui es plutôt un disciple de l'école classique, il t'a aussi appris à casser les codes. Comment ça s'est fait ? Disons qu'il avait 10 ans de plus que moi. Donc c'était un peu mon mentor, c'est-à-dire il avait un regard que j'avais moins et il m'a montré des choses que je ne voyais pas. Après j'ai compris, c'est pour ça que des artistes comme Wolfgang Fleig, j'ai mieux compris la puissance de leur art. Ouais. Il était animé par ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine folie douce. C'est le regard extérieur qui peut dire ça, mais lorsqu'on était face à lui, on comprenait, d'ailleurs beaucoup de gens, il était surnommé Cyclone des fois, parce qu'il déménageait partout où il allait. Et donc, je pense que le côté commissaire, le côté loufoque, fantasque, ça lui correspondait bien. Il avait besoin de ça. Tous les jours, il inventait quelque chose. Oui, c'était une idée par minute. Oui, il avait tous les jours. Et il disait que ça le faisait trembler. Donc il avait besoin de ça. Il ne pouvait pas rester sans créer. D'ailleurs, pour revenir sur sa période de martiniquaise, il a même un temps intégré le collectif d'artistes fromagers, donc aux côtés des Ernest Breuler, Victor Anissé, René Louise et d'autres. Mais il n'y est pas resté très longtemps. Pourquoi ? Est-ce que c'est justement parce que finalement, il était trop cyclonique, si je puis dire, pour rester dans un collectif aux côtés d'autres artistes ? Alors, peut-être. Alors, il n'y est pas resté. Je crois qu'il n'y a jamais eu de démission. Sauf que lui-même avait créé d'autres groupes. Avec moi, il avait créé Mitaraka, il avait créé ici aussi Kéros. Mais il était beaucoup dans la relation d'amitié. Et avec René Louise Bertin-Nivort, c'était vraiment une relation d'amitié qui datait des études. Hein. Donc, mais ils l'ont, par exemple, je pense qu'ils seront tous ce soir-là. Voilà, donc pour eux, c'était l'ami. Et je pense qu'il apportait une dimension théorique aussi, qui était importante, poétique et théorique. Ouais. S'il fallait avancer un seul argument justement pour venir découvrir cette exposition, ce serait lequel ? S'il fallait avancer, moi je dirais, vous ratez quelque chose si vous ne le voyez pas. Et parce que c'est quelqu'un, je pense, qui dès les années 89-90 prônait un art de l'écologie. Or, maintenant on y en arrive, mais dans les années 89-90, peu de gens en parlaient. Et donc c'est pour ça que dans l'exposition, il y a le manifeste fondateur de Mitaraka, du groupe qu'on avait créé, et qui détermine justement ce rapport à l'écologie qu'il faut avoir. Alors avant de nous quitter, partons à la découverte d'un autre artiste, un artiste allemand, Wolfgang Leib, et je prononce bien, bien ça. Lui aussi d'ailleurs utilisait beaucoup de matériaux naturels pour créer. L'une de ses spécialités, c'était de grands blocs de marbre creusés profondément et remplis avec du lait. C'est aussi ce qui t'accroche dans son travail, c'est-à-dire que comme Tébia, c'est aussi cette utilisation justement de ce que la nature leur donne. Oui, et je pense que c'est aussi surtout ce non-conformisme des matériaux. Par exemple, les pierres à lait, les montagnes de pollen que l'on n'escalade pas parce qu'elles font 3 mm, mais qui sont uniquement présentées dans des grands espaces avec 3 cm
de paysage. Beaucoup de choses comme ça, mais c'est-à-dire, par exemple, chez Leib, les cônes de pollen représentent, c'est d'un jaune éclatant. Mais ça représente peut-être 2 ans de travail pour récolter le pollen. Ça fait partie, la récolte fait partie de l'œuvre, c'est pas uniquement le résultat du cône. Donc tout ça c'est filmé, il y a des photographies, et tout cela, ça participe à l'œuvre. Et Serge était dans cette démarche, et je me souviens, pour l'année 2000, le passage à l'année 2000, nous avions visité la grotte de Leib dans les Pyrénées-Orientales, pas loin de chez Serge, et ça a été fait pour le passage à l'an 2000 par l'Europe. C'était une grotte tout en cire, dans les Pyrénées. Et c'était quelque chose d'assez fantastique. Ouais. Et pour découvrir donc le travail de Serge Goudin-Thébias, ce sera jusqu'au 2 novembre à la Fondation Clément pour l'exposition dont tu es le commissaire. Merci beaucoup Franck Doriac d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté cette invitation et donc d'avoir partagé aussi un peu de l'histoire et de l'épopée artistique de ton ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.